modeste. Entre ces murs, il renferme un réseau de serveurs et de câbles. Les réseaux de plus de 100 entreprises de télécommunications passent par cette station centrale. Chacun d'entre eux est essentiel au fonctionnement de l'Internet et à la transmission des communications mondiales. Ces stations numériques sont le cœur de l'Internet. Et l'Internet ne sert pas seulement à publier et partager des vidéos de chats. C'est un outil essentiel, utilisé quotidiennement à des fins de divertissement, oui, mais aussi à des fins incroyablement importantes. Si une attaque extraterrestre désactivait l'Internet, notre économie et nos infrastructures de base s'effondreraient. Les installations comme celles qu'on retrouve au 60 Hudson Street sont très vulnérables. Si on les détruisait, l'Internet serait coupé. On est dépendant de nos ordinateurs, de nos portables et de nos cellulaires. Mais ils cesseraient tous de fonctionner. Les extraterrestres pourraient utiliser cette autre technique pour provoquer l'effondrement de notre civilisation. Des attaques identiques détruisent la centrale du 1 Wilshire à Los Angeles, en Californie. La centrale Telehouse à Paris, en France. La Global Switch à Londres, en Angleterre. Et l'Equinix à Palo Alto, en Californie. La société tient grâce à une toile interne très vulnérable, composée de points clés. Si on détruisait quelques centrales importantes, tout s'effondrerait. Une heure après l'attaque initiale, toute communication mondiale est impossible. Partout, des gens terrifiés et couverts de la mystérieuse pluie noire n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Tout le monde serait désorienté et pris de peur. Ce serait le chaos total. L'apocalypse serait inévitable. On serait bientôt entouré des flammes de l'enfer et on croiserait tous les doigts pour y échapper. Les plus grands dirigeants des armées de plusieurs pays ont été tués, tout comme les hauts dirigeants politiques. Les extraterrestres lancent maintenant des attaques contre des bases militaires du monde entier. À la base aérienne Vandenberg, les officiers du Centre des opérations spatiales interarmées tentent d'établir la communication avec quiconque sur la chaîne de commandement. Mais la base est la prochaine cible. L'armée ferait partie des cibles clés. Toutes les installations qui feraient partie de notre défense seraient les cibles principales. On a des bunkers souterrains et des centres de commandement sous des montagnes.
Mais tout ça ne servirait à rien en cas d'attaque extraterrestre. L'une de ces installations tient toujours le coup. Il s'agit du complexe secret de Raven Rock, situé dans une montagne de Pennsylvanie. Le survivant désigné des États-Unis dirige maintenant ce qui reste de la nation la plus puissante du monde. Ce rôle a été créé à l'époque de la guerre froide, au cas où les hauts dirigeants seraient tous tués au même moment. Le survivant désigné fait partie de l'ordre de succession présidentielle et est généralement membre du cabinet du président. Lorsque les principaux représentants se réunissent, comme lors du discours de l'État de la Nation, cette personne est conduite en lieu sûr. Le complexe de Raven Rock est l'endroit tout indiqué. Le survivant désigné devrait diriger le pays et il serait nommé président. Il prendrait les décisions stratégiques et assurerait une certaine continuité gouvernementale. Au cœur de Raven Rock, une réalité troublante frappe les survivants. Ils n'ont aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Ils n'auraient aucun moyen d'annoncer qu'ils sont toujours en vie. Le survivant désigné passerait par une gamme d'émotions bien différente de celle des autres survivants. Les téléphones ne fonctionneraient plus. L'abri le protégerait de l'attaque biologique et des rayons de particules tombant du ciel. Mais il serait seul. Il n'y aurait que lui, son équipe de sécurité et les quelques autres personnes qui auraient pu entrer dans le complexe. L'attaque est très bien orchestrée. Les extraterrestres semblent savoir quelle est la technique de frappe la plus efficace contre les humains. Mais comment une civilisation extraterrestre a-t-elle obtenu ces renseignements? Est-il possible que nous les ayons nous-mêmes donnés? Des forces extraterrestres attaquent la planète Terre depuis environ 12 heures. Tous les moyens de communication sont maintenant coupés. De grandes installations militaires ont été vaporisées. Des millions de personnes ont déjà perdu la vie. Ces attaques coordonnées visent clairement les habitants de la Terre. Mais comment les extraterrestres nous ont-ils trouvés ? Bien sûr que les extraterrestres sauraient qu'on est là. On communique notre existence dans l'espace depuis les 50 dernières années. Depuis les débuts de la radiodiffusion dans les années 1920, des ondes radio quittent notre planète à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, elles forment une sphère à 110 années-lumière de la Terre, l'équivalent de 1000 milliards de kilomètres. Toute intelligence artificielle présente à l'intérieur de cette sphère détecterait facilement la Terre et les formes de vie qui l'habitent. Des scientifiques ont intentionnellement diffusé des messages détaillés dans l'espace dans l'espoir de trouver une oreille attentive. Est-ce qu'on est fou? Honnêtement, si vous étiez perdu dans la jungle et que vous ne saviez pas ce qui vous entoure, crieriez-vous « Allô, allô, je suis là, prédateur, venez me chercher ?» Mais non, vous resteriez silencieux parce que vous ne sauriez pas ce qui se cache autour. En 1977, la NASA a envoyé un disque plaqué or dans les sondes Voyager 1 et 2. Il offrait un aperçu visuel de la nature de l'humanité. On a envoyé des images magnifiques de la Terre. Et de la musique. On a aussi envoyé des salutations. Bonjour tout le monde. Hola y saludos a todos. Konnichiwa. O genki desu ka? Dans plusieurs langues différentes. Le disque contenait aussi une carte indiquant l'emplacement de la planète Terre.
Si des extraterrestres hostiles trouvaient ce disque doré, ils s'aventureraient sans problème dans notre coin du cosmos afin d'examiner la Terre de plus près. S'ils s'aventuraient assez près pour intercepter des communications satellites, ils arriveraient peut-être à exploiter l'Internet. Ils seraient aussi capables d'apprendre tout ce qu'ils doivent savoir à propos des emplacements des bases militaires, des armes dont on dispose et aussi des emplacements gouvernementaux stratégiques. Tout est là. On révèle nos plus grands secrets. Tous ceux qui entreraient dans les sites web protégés découvriraient nos vulnérabilités. En Argentine, les amateurs de soccer font partie des centaines de milliers de victimes touchées par un mal étrange. Un mal étrange apporté par un fluide noir tombé du ciel. Une guerre biologique est déclenchée. Et les attaques sont orchestrées dans le but d'infliger le plus de dommages possible. S'ils voulaient inventer une arme qui nous tuerait rapidement, ils devraient la concevoir en s'inspirant de ce qu'il y a sur Terre. Elle pourrait être conçue avec leur technologie, mais elle devrait faire du mal à nos corps de terriens. Ils devraient faire une arme sur mesure pour nous. Les extraterrestres devraient faire un choix entre tel virus ou telle bactérie. Ils se demanderaient si les champignons cordyceps auraient raison de nous. Ils analyseraient sûrement la vitesse de propagation et d'infection pour choisir la meilleure attaque. Le cordyceps est un champignon qui infecte les insectes, dont les fourmis. Pour se reproduire, le cordyceps prend le contrôle du cerveau de son hôte et le force à se positionner en hauteur sur une plante ou un arbre. On dirait un film de zombies, mais c'est réel. Écoutez bien ce qu'il fait aux fourmis. Il prend le contrôle de leur corps, il y grandit et rend les fourmis complètement folles. Elles se mettent à courir partout et à foncer dans tout ce qui les entoure. Elles montent ensuite sur une feuille et y accrochent leurs pattes, puis elles ne peuvent plus bouger. Le champignon tue son hôte et provoque la croissance de grandes masses sur sa tête et son corps. Ces masses explosent et répandent des spores à partir de cette position stratégique en hauteur. Ces derniers se diffusent dans la forêt et infectent un grand nombre de nouvelles victimes. Les extraterrestres ont transformé le cordyceps tombant du ciel en maladie parasitaire touchant les humains. Leur objectif ? L'anéantissement de l'humanité. En Argentine, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, les personnes infectées ressentent le besoin incontrôlable de se réfugier en hauteur. On n'aurait plus l'impression d'être dans notre propre corps. Il semblerait nous attaquer. Notre esprit percevrait tout autrement. On verrait des menaces partout et on attaquerait tout ce qui nous entoure. Puis soudainement, nos corps se figeraient et nos membres se bloqueraient. On mourrait ainsi. Et comme il le fait avec les fourmis et les autres insectes, le cordyceps se reproduit. Des colonnes de matière commenceraient à pousser en sortant de nos têtes, de nos poitrines et de nos dos. Ce serait à dormir debout. Après notre mort, il ne resterait que des coquilles humaines au sol. Grâce aux spores, le champignon se diffuserait dans les airs à la recherche d'autres humains dans lesquels il pourrait se reproduire. Il recommencerait le processus. En l'espace de quelques heures, l'air du monde entier se remplit de spores meurtrières. Les pires scénarios liés à l'utilisation d'armes biologiques sont absolument terribles.
De telles armes pourraient probablement tuer tous les humains de la Terre. Le champignon Cordyceps infecte ces hôtes humains. Et une panique générale s'ensuit. Le New York Presbyterian Hospital de Manhattan comprend 2400 lits. Mais ce n'est plus suffisant pour répondre à la demande. La capacité de réponse de nos infrastructures a des limites. Ces limites sont les éruptions de tornades, les ouragans ou les tremblements de terre majeurs. Si des événements d'une telle ampleur se produisaient à l'échelle mondiale, notre système médical serait certainement accablé. Si un virus créé par une forme de vie extraterrestre nous touchait, les médecins ne sauraient peut-être pas comment le traiter. Et ils finiraient sûrement par être infectés aussi. Ce serait terrible. De plus en plus d'humains succombent à l'attaque biologique. Et ceux qui n'y ont pas encore été exposés n'ont qu'un moyen de survivre. Ils doivent absolument se défendre. Une semaine s'est écoulée depuis le début d'une attaque extraterrestre. Des milliers de villes ont déjà été détruites et des millions de personnes ont perdu la vie. Une pluie d'agents biologiques mortels s'est abattue sur des grandes villes et un dangereux virus se propage toujours. Les survivants luttent pour leur vie. Comme un chef d'État l'a déjà prédit, une attaque extraterrestre unit l'humanité. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. L'humanité est une structure civilisée organisée. Mais cette structure s'effondrerait dans la semaine suivant l'invasion extraterrestre. Par contre, on se regrouperait. C'est le pouvoir et l'essence de l'humanité. On se battrait pour le bien commun et pour notre patrie. Ironiquement, la cause du plus grand chaos de l'histoire pourrait aussi être l'événement le plus unificateur de notre histoire. De grandes bases militaires et des villes importantes sont maintenant en ruine. Autour du monde, des survivants poursuivent le combat. Des petits groupes de soldats survivraient probablement à l'attaque et ils essaieraient de se défendre ici et là. On attaquerait probablement les extraterrestres avec tout ce qui nous tomberait sous la main. Les humains se défendraient par tous les moyens possibles. Dans la ville de Kazan, en Russie, un vaisseau spatial est aperçu survolant la ville. Un groupe de soldats de la Fédération le met en joue avec le système de missiles sol-air Pantsir S-1. C'est la meilleure arme dont le groupe dispose. Mais ce n'est pas suffisant. Les armes les plus perfectionnées ne peuvent rien contre les extraterrestres. Des commandants des environs décident d'utiliser ce qui pourrait être la meilleure chance de survie de l'humanité. Les armes expérimentales de demain. On a plusieurs systèmes d'armement qui pourraient servir à défendre la planète. L'un de ces systèmes est parfois appelé le fusil le plus puissant du monde. Un jour, le canon à rail remplacera complètement les canons à la poudre noire. On n'utilisera plus que ce canon à système magnétique capable de tirer un projectile à très grande vitesse.
Les obus atteignent une vitesse de 2500 mètres par seconde, vitesse 10 fois supérieure à celle d'un missile de croisière. Mais il y a un désavantage contre ce genre d'ennemi. Le canon à rail a un désavantage. Il produit une immense chaleur lors des tirs. Les extraterrestres repéreraient rapidement une telle source de chaleur et l'élimineraient avec leur système d'armement. Pour défaire les extraterrestres, il n'y a qu'une autre option. Si nos armes nucléaires survivaient à une attaque extraterrestre, on les utiliserait pour riposter. La marine américaine a des sous-marins capables de lancer des missiles Trident II, des missiles nucléaires. Si ces sous-marins étaient sous l'eau au moment d'une telle attaque, ils seraient probablement toujours opérationnels. Ils seraient peut-être en mesure de lancer des missiles. Lieutenant, hi Captain. Load tubes 1 and 2. Hi Captain, load tubes 1 and 2. Load tube 1 and 2. Tubes 1 and 2 loaded. Maintaining depth at 100 feet. Maintain. Holding. We have firing solution. Lieutenant. Hi Captain. Fire tubes 1 and 2. Hi Captain. Fire tubes 1 and 2. Dès l'instant où les missiles seraient lancés, les extraterrestres arriveraient à déterminer l'emplacement des sous-marins et lanceraient une contre-attaque. Au mieux, on arriverait peut-être à toucher les travers de vaisseaux avec quelques missiles nucléaires, mais pas plus. Si l'humanité était attaquée par une civilisation extraterrestre, je crois sincèrement qu'on aurait peu de chances de l'emporter. Toute civilisation ayant la technologie nécessaire pour atteindre la Terre serait capable de faire de grands voyages interstellaires, alors qu'on a toujours du mal à sortir du système solaire avec quelques sondes non habitées. Cette civilisation serait bien plus avancée que nous en matière de science, de technologie et d'armement. L'humanité ne dispose d'aucune arme assez puissante pour avoir raison de ses attaquants extraterrestres. Et elle fait maintenant face à un autre ennemi caché dans l'ombre. L'humanité survivrait-elle à une invasion extraterrestre? Un mois après une attaque catastrophique mortelle, la race humaine fait face à un niveau de dévastation jamais vu. Des villes entières sont en ruine. Les armées ont été vaincues. Et une arme biologique continue de faire des ravages en se propageant maintenant hors des grandes villes. La population mondiale passe de 7 milliards de personnes à moins d'1 million de survivants. Et un avenir atroce les attend. Il y aurait de graves problèmes d'hygiène publique liés à la présence de tous les cadavres. Un grand nombre de personnes succomberaient à la malnutrition. Sans des systèmes de traitement de l'eau fonctionnels, on aurait de graves problèmes de contamination. Les gens boiraient toute eau qu'ils trouveraient, qu'elle soit contaminée ou non. Le colis se transmettrait facilement et ferait un grand nombre de victimes. Il n'y aurait plus d'infrastructures pour tout nettoyer. La civilisation est plongée dans le chaos. Puis, un nouvel ennemi attaque. L'humanité elle-même. Dans le passé, on a vu ce qui se produit lorsque les gens ont besoin d'aide et que cette aide n'arrive pas rapidement. Beaucoup de gens deviennent agressifs. Sans contrôle social, la situation devient souvent très dangereuse. Une grande partie de la société, peu importe son statut socio-économique, se déchirerait dans une guerre tribale. On ne ferait pas que combattre l'invasion extraterrestre. On se battrait aussi entre nous
pour survivre. Tout le monde pillerait, paniquerait et perdrait la tête. Il y aurait des suicides de masse, il y aurait tous les fléaux de la Bible, mais ils seraient liés à une attaque extraterrestre. Beaucoup de gens perdraient la vie à cause de toute cette violence tribale qui prendrait notre monde d'assaut. Pourquoi notre première rencontre avec les extraterrestres est-elle si dévastatrice? Si ces derniers sont assez intelligents pour créer une technologie permettant de voyager entre les étoiles, ne devraient-ils pas avoir évolué au-delà de la violence et de la guerre? Il serait irréaliste de penser ça. Qu'est-ce qui garantit que plus on est intelligent, plus on a un sens moral aiguisé? Les humains ont fait des progrès et grandement évolué, mais nous faisons toujours la guerre et la pauvreté existe encore. Les extraterrestres prennent le contrôle de notre planète. Une négociation de paix serait peut-être le seul espoir de l'humanité. En cas de situation critique, les dirigeants du monde essaieraient certainement de négocier avec les extraterrestres. On leur demanderait ce qu'ils veulent. On les supplierait de discuter avec nous en leur promettant de leur donner ce dont ils ont besoin. On essaierait certainement de négocier avec eux. Et en cas d'échec, on considérerait probablement une reddition sans condition. On ferait tout pour survivre. Mais avec qui pouvons-nous négocier? Si on arrivait à abattre un vaisseau extraterrestre et qu'on s'en approchait pour voir de quoi il est constitué, on se rendrait compte qu'il n'y a personne à l'intérieur. Il ne serait peut-être qu'une grosse machine, un gros ordinateur ou un très gros robot. Hollywood nous a fait croire que nos ennemis sont de petits hommes verts, mais il y a de fortes chances qu'ils soient en partie robotiques. Les voyages dans l'espace sont dangereux. Il y a des rayons cosmiques, des accidents, des micrométéorites. Si on faisait face à une intelligence artificielle et à de grandes machines, toute tentative de négociation ou de reddition serait futile. Confier l'exploration de l'espace à des robots n'a rien d'une histoire de science-fiction. Les humains le font depuis des décennies. Il est beaucoup plus facile d'envoyer un engin robotique d'une planète à une autre qu'envoyer un engin renfermant une forme de vie. C'est pour ça qu'on a envoyé des astromobiles sur Mars au lieu d'envoyer des astronautes. Des robots ont atterri sur la planète Mars dans le but de l'inspecter. Une forme de vie extraterrestre ferait la même chose sur Terre. De nos jours, nous utilisons même des robots pour faire la guerre. La comparaison avec l'humanité est intéressante. Des drones et des sondes sont souvent utilisés lors des attaques militaires. Les véhicules de combat contrôlés à distance sont l'avenir de la guerre. Mais pourquoi ces envahisseurs robotiques sont-ils venus sur Terre? L'humanité a-t-elle la moindre chance de survivre? Six mois se sont écoulés depuis une invasion extraterrestre de la planète Terre. Les gouvernements de nombreux pays ont été éliminés. Et des grandes villes ont été réduites en cendres. Les rares survivants ont toujours du mal à trouver des provisions et des sources d'eau douce. Et le système de communication numérique a été détruit.
Même si les extraterrestres lançaient une attaque dévastatrice sur la planète Terre, certains d'entre nous survivraient. Il y aurait des survivants, mais ils ne seraient pas nombreux et ils mèneraient une nouvelle existence complètement différente. Les gens assez chanceux pour avoir survécu seraient les plus jeunes et les plus forts. Ceux qui auraient joint une petite communauté, disposant d'une certaine quantité de provisions. La chasse et les autres instincts primitifs sont la clé de la survie. Mais des engins survolent toujours la planète. Et une question se pose. Pourquoi des robots extraterrestres ont-ils traversé l'univers pour anéantir la vie sur Terre? La Terre renferme des minéraux et de nombreuses ressources qu'une civilisation en quête d'énergie pourrait récolter. Il est donc possible que des extraterrestres arrivent sur Terre pour nous voler nos ressources. Par contre, il existe des tas de planètes riches en ressources sur lesquelles la vie humaine n'existe pas. Et je crois qu'ils pilleraient ces planètes d'abord. Ils nous attaqueraient probablement après avoir pollué leur planète et épuisé leurs ressources au point de non-retour. Ils devraient s'établir sur Terre pour avoir une chance de survivre. Ils n'établiraient pas seulement des colonies pour extraire du fer ou du tungstène du sol. Ils viendraient s'établir ici. Une fois l'attaque complétée, les extraterrestres passent à l'étape de la terraformation. Ce processus consiste à transformer une planète pour l'adapter à une forme de vie particulière. J'imagine qu'à la phase suivante, de grosses ou même d'énormes machines descendraient du ciel, se poseraient au sol et s'y fixeraient pour intégrer de nouveaux gaz et modifier la température de notre monde. Elles changeraient aussi la composition de notre atmosphère. La Terre est une excellente candidate, puisqu'elle se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable. Située près d'une étoile, cette zone comprend des planètes où l'eau existe sous forme liquide et où la vie peut se développer. Des scientifiques croient que notre emplacement serait la cause la plus probable d'une invasion extraterrestre. Ce n'est pas bien différent de ce qu'on commence à faire. On envoie des sondes spatiales robotiques sur Mars pour analyser des échantillons de sol. Ce n'est pas nouveau. Mais les extraterrestres qui nous attaqueraient et qui procéderaient à une terraformation auraient une technique légèrement plus évoluée que la nôtre. La terraformation serait le dernier chapitre pour l'humanité. Ils arriveraient ici et terraformeraient notre planète. Ils créeraient un air respirable pour leur espèce. Mais cet air nous tuerait. On n'arriverait plus à respirer. Les plantes et les animaux mourraient, puisque l'atmosphère subirait d'importants changements. Les humains seraient condamnés à l'extinction. Cette idée n'est pas tirée d'un livre de science-fiction, mais bien inspirée de nous-mêmes. L'humanité s'aventure toujours plus loin dans l'espace. Et les scientifiques se demandent ce qui se produirait si une forme de vie extraterrestre faisait obstacle à notre survie. Si l'humanité devait se rendre sur une autre planète, où une autre espèce habitait déjà, on la détruirait sûrement pour survivre. C'est la loi du plus fort.
Honnêtement, ce ne serait peut-être que les affaires ou une expansion stratégique. Leur vision du monde serait donc bien différente de la nôtre. Malheureusement, la Terre se trouve sur le bras d'Orion et sur leur chemin au sein de la Voie lactée. Ils seraient en déplacement et prendraient notre planète sans même penser aux espèces qui y vivent. Ils ne se demanderaient pas si la vie humaine vaut la peine d'être sauvée. Pour eux, ce ne serait que pure formalité. Doomsday, 10 scénarios pour la fin du monde, un nouvel épisode dans un instant sur Science et Vie TV. Il brave des sommets vertigineux, C'est le nez du diable. Chaque fois que je vois ce train, je suis sidéré. enjambe des vallées profondes, Ce viaduc, c'est comme un monument à la gloire du génie français. affronte les forces de la nature. Les rochers qui composent la digue semblent énormes, mais les forces générées par ce lac le sont encore plus. Défie les lois de la physique. On m'a dit, Bruno, tu délires. C'est impossible. Et battent tous les records de vitesse. Il n'y a plus de friction des roues, ce qui permet d'aller très vite jusqu'à 1000 km/h. Montez dans les trains de l'impossible, ce soir à 20h45 sur Science et Vie TV. Le 11 avril 1970, la fusée d'Apollo 13 décolle pour un 3e vol habité sur la Lune. Mais à mi-parcours, une fuite d'oxygène transforme la mission en cauchemar. Comment la NASA va-t-elle sauver un équipage coincé dans un module à 200 000 km de la Terre? Nous avions un système qui pourrait jouer un rôle différent de celui pour lequel il avait été conçu au départ. Découvrez l'incroyable histoire de 3 astronautes qui, grâce à leur courage et leur ingéniosité, ont survécu au drame. Apollo 13, sauvetage en 13 temps, vendredi à partir de 20h45 sur Science et Vie TV. L'humanité est menacée par la plus grande catastrophe météorologique à frapper le monde moderne. Une catastrophe d'une telle ampleur aurait de graves conséquences pour la planète entière. Il y a des blizzards, des ouragans, des feux incontrôlés et d'importantes inondations. Toute cette destruction ne peut être causée que par un seul phénomène, l'arrêt des courants océaniques. Si on joue avec un système météorologique océanique, le climat se déchaîne. Ce serait la fin du monde. Serez-vous prêts? Est-il possible de survivre à la fin du monde? Les courants océaniques commandent notre climat en transférant la chaleur et l'humidité de l'eau dans notre atmosphère. Ce transfert a un effet sur les températures mondiales. Il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, les courants océaniques se sont arrêtés. Une grande partie de la Terre a été balayée par une vague de froid polaire qui s'est étendue sur plus de 1000 ans. Si les courants océaniques s'arrêtaient aujourd'hui, comment notre planète réagirait-elle? Survivrions-nous? Ce n'est pas un scénario complètement irréaliste. Ce changement climatique mondial serait sûrement trop important pour nous permettre de survivre. On mourrait lentement et dans d'atroces souffrances. On ne se demande plus si c'est possible, on se demande quand ça se produira. Au Fenway Park, à Boston.
Des amateurs de baseball assistent à une partie des Red Sox. Soudainement, le plus vieux stade de baseball professionnel aux États-Unis est inondé par un véritable déluge. On ne parle pas de mauvais temps. Boston serait rayé de la carte. Toute la côte Est serait submergée. La destruction de Boston est la conséquence d'une catastrophe plus effrayante que tout ce à quoi l'humanité a fait face. Tout a commencé plusieurs décennies plus tôt. En 2015, les scientifiques ont découvert un phénomène désastreux au cœur du système de courant océanique que l'on surnomme parfois le tapis roulant océanique. Ce tapis roulant océanique est le système de circulation des océans. Le principal courant de cette courroie de transmission océanique est dans l'Atlantique Nord. L'eau chaude se déplace comme sur un tapis roulant d'usine, de l'équateur au nord de l'océan Atlantique, où elle devient froide, salée et dense. Cette eau plus dense se dirige ensuite vers le sud, en se rapprochant du fond océanique. De l'eau des tropiques s'écoule donc au-dessus d'elle. L'eau froide parcourt tous les océans du monde jusqu'à ce qu'elle se mélange à de l'eau plus chaude. Elle revient ensuite dans l'Atlantique Nord et répète ce long cycle. À la manière des vaisseaux sanguins qui transportent des nutriments à travers notre corps, les courants océaniques transportent de l'énergie et de la chaleur dans les océans. Les courants océaniques sont extrêmement importants, puisqu'ils distribuent la chaleur qui a un effet sur le climat du monde entier. Annuellement, l'équivalent de 700 ampoules par personne pour être constamment allumées par la chaleur transportée par les océans. Une expédition scientifique dans l'Atlantique Nord mène à une découverte étonnante. Le réchauffement climatique a provoqué la fonte de glaciers au Groenland. De l'eau douce a donc inondé la surface de l'océan, diluant ainsi la quantité de sel. Ce changement a pour effet de ne plus faire flotter les glaciers. Sans mouvement d'eau vers le bas, le tapis roulant océanique s'arrête. Les océans gouvernent les systèmes météo. Si on joue avec un système météorologique océanique, le climat se déchaîne et il nous tue. Ce n'est que le début d'un enchaînement de désastres. Un effet domino. Certains désastres frapperont rapidement, alors que d'autres s'étireront sur plusieurs décennies. On serait porté à croire que le fait d'ajouter un peu d'eau douce dans l'océan Atlantique ne changerait pas grand-chose. Mais tout ça est un réseau très sensible. Changer un seul élément pourrait avoir un effet catastrophique à l'échelle de la planète. Au départ, personne ne remarque les effets de l'arrêt des courants océaniques. La vie suit son cours. Mais 6 mois plus tard, le désastre frappe. Les habitants de l'Europe du Nord sont les premiers à en subir les effets. Habituellement, le climat de cette région est tempéré tout au long de l'année puisque les courants de surface de l'Atlantique dégagent de la chaleur. Sans cet air chaud, la région est balayée par un vent glacial. Des vents beaucoup plus froids provenant des latitudes nord souffleraient sur certaines régions. Le climat changerait radicalement, particulièrement en Europe. Sans courant d'eau chaude se dirigeant vers l'Europe du Nord, les températures chuteraient.
Les effets du froid polaire se répercutent partout dans le monde. Un navire de marchandises en provenance de New York se dirige vers Hambourg, ville d'Allemagne, accueillant le deuxième plus grand port d'Europe. Mais les eaux du port sont gelées. Le directeur de l'administration portuaire donne l'ordre de libérer les navires à l'aide de brise-glace. C'est le pire hiver jamais vécu par les habitants de l'hémisphère nord. Des blizzards intenses font souffler des vents de force ouragan et tomber de grandes quantités de neige. Il tomberait plusieurs dizaines de décimètres de neige par heure. La température serait d'environ -3 degrés Celsius. Alors toute cette neige gèlerait et durcirait rapidement. Un touriste se rendant à Paris est surpris par les soudaines conditions de voile blanc. Les véhicules de service d'urgence ne peuvent plus circuler dans toute cette neige pour aider les dizaines de victimes prises au piège. Le froid sème la mort. L'hypothermie est un phénomène terrifiant. La température corporelle chute à un point où il devient impossible pour le corps de maintenir ses fonctions vitales. Elle provoque des crampes musculaires et rend la respiration difficile. Elle provoque aussi une fièvre pour tenter de garder le corps en vie. Mais la température centrale finit par chuter. Le corps arrête de fonctionner parce qu'il est trop froid. Un froid polaire nous ferait geler à mort. L'Europe du Nord est condamnée à rester sous ce froid polaire. Le nombre de victimes continuera d'augmenter. Le désastre climatique traverse l'Atlantique et atteint les États-Unis. Dans la baie du Massachusetts, l'air glacial en provenance de l'Atlantique Nord provoque l'arrivée d'un important front orageux. Une famille de pêcheurs de homards vogue déjà vers le large au moment où elle reçoit l'alerte. Une tempête d'une étendue de 160 km. Des vents qui soufflent à 135 km à l'heure. Les pêcheurs n'ont jamais rien vu de tel. Habituellement, elle frappe entre l'automne et le début du printemps. Mais cette tempête s'abat au beau milieu de l'été. Il y aurait une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vents nord-est dans la région de Boston. Le vent nord-est serait beaucoup plus fort. La super tempête balaie Boston et inonde la ville de 4,5 mètres d'eau de mer glacée. Elle submerge les stations de métro et transforme les rues en rivières. Des milliers de personnes échappent aux inondations en se réfugiant en hauteur. Mais tout espoir est perdu pour certains résidents de la ville. Ils se dirigent vers une mort certaine. Cette grande catastrophe serait vraiment terrifiante. La société s'effondrerait complètement d'un point de vue local et mondial. De Boston à l'Europe du Nord, des images de la catastrophe se répandent comme une traînée de poudre. Et partout dans le monde, les gens se préparent au pire. Ils fortifient des abris et font des provisions de nourriture, d'eau et de denrées essentielles. Est-ce que ce sera suffisant? Survivrons-nous au plus grand désastre de l'histoire de l'humanité?
Les courants océaniques régulent la chaleur et les précipitations de la planète entière. Mais ils se sont arrêtés. Ces arrêts entraînent de grands changements climatiques des deux côtés de l'Atlantique. Des températures glaciales paralysent la majeure partie du nord-est des États-Unis. À Boston, de violentes tempêtes inondent la ville. Elles emportent les résidences de dizaines de milliers de personnes et en tuent un plus grand nombre encore. En Europe, première région touchée par l'arrêt des courants océaniques, l'hypothermie fait de nouvelles victimes tous les jours. La crise ne fait qu'empirer. Comment l'humanité s'en tirera-t-elle? Survivra-t-elle? Un an s'est écoulé depuis l'arrivée d'un nouveau régime climatique. Les habitants de la ville de New York commencent tout juste à en ressentir les effets. Au large, un cyclone 2 fois plus large et plus puissant que l'ouragan Sandy en 2012 rugit comme jamais. Des vents forts et de hautes vagues s'écrasent contre la Statue de la Liberté et foncent vers la côte. Une tempête 2 fois plus puissante que Sandy est presque impossible à imaginer. Les voitures s'entasseraient, formant des barrages dans plusieurs quartiers. Les métros seraient inondés. Il serait question de destruction à très grande échelle. Des vagues de 9 mètres et des vents soufflant à 160 km à l'heure font exploser les portes et les fenêtres. Ils provoquent l'effondrement d'immeubles et entraînent des gens sous l'eau. La pluie, les vents, le chaos, la panique et le désordre attaqueraient tous la ville au même moment. La panique serait généralisée. Certaines personnes survivraient, mais pas celles sans ressources et sans moyens. La meilleure chose à faire serait de fuir. Pendant que le nord-est des États-Unis est ravagé par des tempêtes violentes, l'autre bout du monde subit aussi les effets apocalyptiques du désastre. Mais ces derniers y sont tout autres. Depuis l'arrêt des courants océaniques, l'eau chaude ne quitte plus l'équateur en direction du nord. La chaleur s'accumule dans les océans de l'hémisphère sud, ce qui a pour conséquence de déplacer la bande des températures les plus élevées au sud de l'équateur. Il en va de même pour la ceinture de pluie des régions tropicales. Les ceintures de pluie se déplaceraient probablement vers le sud. Les régions qui reçoivent beaucoup de pluie connaîtraient des sécheresses. Le Punjab, une région subtropicale, a déjà été le grenier de l'Inde. Le sol y était fertile et idéal pour la culture de différentes céréales servant à nourrir les 1,3 milliard d'habitants du pays. Le manque de précipitations est maintenant un grave problème pour 1/7 de la population mondiale. De grandes régions greniers, comme celle de l'Inde, ont besoin d'inondations pour la culture du riz. Elles ont besoin de beaucoup d'eau pour la culture d'énormes quantités de nourriture. Cette eau provenait des moussons saisonnières. Mais ce n'est plus le cas. Les fermiers craignent de ne pas pouvoir récolter assez de céréales pour nourrir leur famille. Le régime des moussons d'Asie changerait en raison du refroidissement causé par l'arrêt des courants océaniques et l'arrivée de vents froids au sud du continent asiatique. Les moussons ralentiraient et cesseraient peut-être même complètement. Si ce phénomène perdurait quelques années, la sécheresse aurait des conséquences dévastatrices. Un tel changement bouleverserait les régions greniers de la planète. Les zones de sécheresse s'étendent. Les cultures meurent. De l'Asie du Sud-Est au sud des États-Unis. Dans le nord du Texas, des fermiers sont impuissants devant l'anéantissement de leur mode de vie. Le manque de précipitations transforme les champs de maïs en désert. Les vents forts poussent le sol aride,
créant ainsi de violentes tempêtes de poussière. Ce genre de sécheresse donnerait des allures dérisoires au bol de poussière de la Grande Dépression. Elle serait beaucoup plus importante. Tout le maïs du nord du Texas disparaîtrait. Les fermiers ne pourraient rien y faire. La ceinture verte de l'État serait chaude, déserte et complètement perturbée. Le nord-est des États-Unis est balayé par des super tempêtes depuis un certain temps. Mais les effets du désastre environnemental se dirigent maintenant vers le sud. Leur prochaine cible est le Brésil. Des habitants du pays se prélassent sur les plages de Copacabana et Ipanema. Mais le temps change soudainement. L'arrêt des courants océaniques dirigerait les vents alizés vers le bas et les comprimerait dans un plus petit espace. La quantité de vent pourrait donc augmenter. La mousson et des vents de 120 km/h s'abattent sur les côtes. La tempête frappe Rio de Janeiro et transforme la ville en piège mortel. Les résidents et les touristes sont entraînés sous les vagues rapides. Les gens tentent tous de se réfugier en hauteur, mais ils se mesurent à un nouvel ennemi. L'eau pluviale d'orage s'accumule rapidement sur les pentes raides des montagnes environnantes. Le sol gorgé d'eau se relâche, créant ainsi une vague de roches, de boue et d'eau d'une hauteur de 25 mètres. Le glissement de terrain détruit les bidonvilles établis sur les versants des montagnes. Des milliers de personnes sont enterrées vivantes. Les effets de la catastrophe climatique se propagent autour du monde. Et ils atteignent maintenant l'océan Pacifique. Les eaux côtières peu profondes sont anormalement chaudes depuis l'arrêt des courants océaniques. Lorsque l'eau est plus chaude, les ouragans et les typhons sont plus violents. Ils tirent leur énergie de l'eau de surface chaude. Alors si cette eau gagne en chaleur, les tempêtes gagneront en énergie. À Puerto Vallarta, au Mexique, des touristes américains tentent de sauver leur peau et d'échapper à un ouragan de catégorie 5. Les vagues atteignent 18 mètres et les vents soufflent à 265 km/h. On entend à peine les appels à l'aide des vacanciers sous le bruit de l'eau turbulente qui les entraîne dans les profondeurs. Puerto Vallarta serait détruite par une série de supercyclones. Ces grandes tempêtes passeraient par-dessus la péninsule et détruiraient des villes entières. Elles les raseraient de la carte. On ne dirait pas « un cyclone est passé, il faut tout reconstruire ». On dirait « un cyclone ? Oh, un autre cyclone. Et un autre ». Puerto Vallarta n'est que la dernière victime. Les villes et les villages de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud disparaissent aussi sous l'eau. Les effets de l'arrêt des courants océaniques se propagent partout sur Terre. Aucune région ne sera épargnée par ce désastre, ayant déjà tué des dizaines de milliers de personnes. Et ce n'est que le début. Une autre menace se profile au pôle Sud. Les courants océaniques qui régissent les températures mondiales se sont arrêtés.
Les conséquences menacent la race humaine. Dix ans se sont écoulés depuis l'arrêt des courants. Et ce phénomène a entraîné une série de désastres dans différentes régions du monde, que ce soit des super tempêtes, des sécheresses graves, des ouragans violents ou encore des blizzards. Près d'1 milliard de personnes ont déjà péri. Le nombre de victimes continue d'augmenter et les températures continuent de chuter en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Comme les courants océaniques chauds ne se dirigent plus vers le nord de l'Atlantique, l'eau de surface reste froide, ce qui provoque un froid polaire dans le nord de l'Europe. L'hiver y dure 10 mois. La neige tombe constamment en Allemagne. Le directeur du plus important port du pays a déjà utilisé de grands brise-glaces pour permettre aux navires d'atteindre le port. Mais cette technique n'est plus efficace, puisque le froid polaire est trop prononcé. Cette grande plaque tournante du transport doit fermer. La livraison de nourriture et d'autres ressources n'est plus possible. Pour tous ceux qui tenaient leur prochain repas pour acquis, comme l'ancien directeur du port, nourrir une famille devient une tâche à temps plein. Les gens souffrant de problèmes liés au temps froid, tels que des pneumonies ou des engelures, envahissent les hôpitaux. L'engelure est la congélation physique des tissus au point où ils ne peuvent plus survivre. Elle les fait pourrir. La peau devient noire. Il n'y a qu'une seule chose qui empêche la propagation. Il faut couper les doigts. On peut aussi attendre qu'il tombe tout seul. Hambourg et d'autres villes d'Europe du Nord gèlent, alors que des villes du sud des États-Unis font face à un effet totalement différent. Une vague de chaleur mortelle. Avec le temps, l'arrêt des courants océaniques a réchauffé l'atmosphère et déplacé la ceinture des pluies, ce qui a provoqué une sécheresse. De la fumée remplit maintenant le ciel du nord du Texas. Et les champs de maïs de l'État ne sont plus qu'un terreau fertile pour les incendies. La réduction d'humidité dans l'atmosphère créerait des conditions plus sèches au sol. Il y aurait donc plus de feu incontrôlé et il relâcherait de la suie et différentes matières dans l'atmosphère. Tout ça serait dangereux pour la santé humaine.